It's not a game, it's a rich thing. Très heureuse de vous retrouver pour les comptes de ce numéro de votre émission hebdomadaire Le Rendez-vous. Le Rendez-vous, nous avons le plaisir de recevoir, je peux l'appeler un habitué de cette émission. Il répond toujours favorable aux différentes invitations. C'est M. Willy Michiki qui est président du parti politique UNANA. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu encore à notre rendez-vous. Un plaisir partagé. En forme? Très en forme, puisque l'Union sacrée se porte bien. Voilà, aujourd'hui on célèbre le 16 et le 17. Là on voit directement Kabila et Lumumba. Ces deux personnalités vous inspirent quoi? Oui, d'abord, les deux personnalités ont quelque chose de commun. C'est d'abord le patriotisme, le nationalisme, le fait que malheureusement ils n'ont pas eu assez de temps pour que nous puissions intérioriser l'essence de leur combat. Ces valeurs-là aujourd'hui sont des valeurs normalement qui devraient nous guider. Il y a des gens qui ont été avec Lumumba et même qui se disent lumumbistes, mais lorsque nous voyons leur comportement au quotidien, ils s'éloignent de la vision de Lumumba. Et quand vous regardez les deux personnalités, ils ne s'intéressaient pas de bien. Puisqu'aujourd'hui, ce qui tue les Congolais en particulier, c'est cette quête acharnée d'enrichissement, que je peux appeler même un enrichissement en désordre. Les gens sont prêts à vendre même leur propre être pour s'enrichir. Or, j'ai cherché partout des maisons de Lumumba. Je n'ai pas trouvé. Il y a l'unique résidence qui est ici, le boulevard, qui était même officielle. À part ça, je n'ai jamais vu. Dans mes enquêtes personnelles, j'ai cherché la maison des musées Kabila. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais trouvé une maison que des musées a acheté ça de son vivant. Ce sont des choses qui devraient nous guider aujourd'hui. Pour ne parler que des maisons, puisqu'aujourd'hui, quelqu'un qui est nommé à un poste, 2 mois, 3 mois, c'est d'abord enrichissement illicite. Et les monuments respectifs? Oui, c'est comme ça que même quand les gens vont s'incliner devant les mausolées des musées Laurent Désiré Kabila, devant les monuments de Lumumba, est-ce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils connaissent la pensée? Vous savez, j'ai été dans beaucoup de pays, j'ai fait au total 113 pays. Et il n'y a pas un nom qui est aussi connu au monde que le nom de Lumumba. Et Lumumba n'a même pas fait une année au pouvoir. Quelques 2-3 mois éphémères. Mais l'homme a marqué ses empreintes. C'est pour dire, pendant que Mobutu, qui a fait 32 ans au pouvoir, il est complètement ignoré. C'est pour dire que nous tous, nous finirons par disparaître, par passer un jour. Mais nous devons laisser les valeurs. Tout ce que nous acquérons aujourd'hui, comme bien matériel, comme tout ce que nous voulons au succès, ça ne rapporte rien. Après tout, l'homme retourne comme il est né, nuit, dans une petite caisse comme ça, on vous largue dans la terre et on vous ignore. Mais ce que vous aurez laissé dans la postérité, ce sont ces valeurs-là. Quand Mosé nous parlait de la prise en charge, ça c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui. Pourquoi devrions-nous, moi je dis toujours, tout le monde attend de l'État. Moi, ce discours-là de Mosé Kabila, cette émission, je crois qu'il est suivi à Goma, je ne sais pas. J'ai dit à mes frères de Goma, j'ai dit non, nous ne devons pas tout attendre de l'État. Cette ville nous appartient. Vous allez aujourd'hui à Goma, c'est une expérience que je recommande même à beaucoup de compatriotes congolais, où l'initiative privée a réussi, madame. À Goma, toutes nos routes dans la ville de Goma sont asphaltées, pas par l'État, pas par le gouvernement congolais, non, même pas le gouvernement provincial, l'initiative privée. Nous avons prélevé, nous avons décidé de prélever une petite quantité à chaque litre d'essence payé, et nous avons choisi 2 entreprises, 2 enfants de Goma, de construction, qui utilisent cet argent pour asphalter nos routes et même mettre parfois des macadam. Quand j'étais au ministère de l'énergie, en tant que ministre de l'énergie, c'est moi qui ai accordé
l'autorisation, donc la licence d'exploitation d'électricité, alors que la SNEL, pour citer, et d'autres gens, même la présidente de la République, pour citer, les gens s'opposaient, alors que le secteur de l'électricité est libéralisé depuis 2014. Vous allez continuer, parce qu'on parlait de héros, ils sont deux, nous célébrons Kabila et Lumumba, ainsi de suite. Est-ce qu'ils sont le seul à mériter ces titres? Qu'est-ce qui vous a marqué, vous personnellement, en ces deux personnalités? Et vous avez beaucoup de préférences en qui exactement? Bon, en tout cas, moi je suis lumumbiste. Je ne suis pas kabiliste, moi je suis lumumbiste. Vraiment, j'aime voir Lumumba. Et si j'ai fait la politique, mon mentor, c'était Lumumba. Évidemment, j'ai rencontré le Kibasa Maniba, le Tshisekedi dans mon parcours, c'était mes chefs. Mais vraiment, mon mentor à moi, qui m'a inspiré à faire la politique. Et j'ai toujours rêvé de mourir comme Lumumba. Et vous savez, ici on a abusé aussi le mot de héros. Tout le monde n'est pas héros. Tout le monde n'est pas... Attention. Vraiment, on a chosifié même. Héros, c'est quelqu'un qui s'est battu pour des valeurs. Et surtout qui est mort au combat. Lumumba est mort comme Premier ministre. Quand Lumumba est mort, il était toujours Premier ministre. Quand Moussa est mort, il était Président de la République. C'est pourquoi ce qui se passe aujourd'hui, quand je vois tout ça, la zizanie au sein de l'IDPS, moi je dis que les gens ici, dans ces pays, connaissent notre histoire. Vous savez, les Congolais ne connaissent même pas leur propre histoire. Nous allons étudier l'histoire d'Indira Gandhi et de Martin Luther King, mais notre propre histoire ici, est-ce que nous la connaissons? Vous savez que si Mobutu, le président Mosé, était tué, c'était un problème de sécurité. Comment un chef d'État gardait? Il avait la garde, sa garde. Et on peut venir tuer sur le chef d'État. Voilà. Donc, non. Je voulais parler par rapport au contexte actuel. Oui, je vous en... Lorsque je vois aujourd'hui, on s'attaque à la JR qui garde les chefs de l'État. Il y a des problèmes. Vous savez, tout ça, nous avons l'expérience de ce pays. C'est très dangereux. Même pour la sécurité du chef de l'État. Je l'ai dit. Puisque c'est notre histoire. Nous devons interroger l'histoire. C'est très mauvais. Allons, nous allons y arriver. On parlait, nous sommes allés vite en besogne. On parlait d'abord de... Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les 17. Et hier, on a célébré les 16. Raison pour laquelle je vous pose ces questions. On commence d'abord par ça. Et puis, on va parler d'autres sujets brillants d'actualité. Voilà, on parlait de Lumumba. Mais vous ne pensez pas que cette liste devait être élargie? Ils sont oui. Par exemple, est-ce que Etienne Tshisekedi et le feu maréchal Mobutu ne méritaient pas ces titres? Non, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des héros. Moi, ils ne sont pas des héros. Enfin, j'aime bien Tshisekedi et je suis de son école politique. C'était aussi mon mentor, mais Tshisekedi, pour moi, n'est pas héros. Mobutu non plus. Mobutu encore, il est loin de l'être. Qu'est-ce qui les empêche? Enfin, ce qui les empêche, c'est quoi? Un héros, c'est quelqu'un qui s'est battu pour des valeurs. Tu sais qu'il s'est battu pour des valeurs. Mobutu suit de sa façon. Il ne faut pas sous-estimer ce Mobutu. Quand vous voyez tous les grands édifices aujourd'hui, on parle des barrages d'Inga, on parle des ponts Maréchal, on parle des palais du peuple, on parle des stades de martyrs. Mais qui a construit ces stades-là? Mais c'est Mobutu. Les gens oublient, c'est Mobutu. Malgré qu'ils volent, mais c'est Mobutu. Et alors, ceux qui ont suivi Mobutu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Entre nous, c'est ça aussi. Mais quand je parle des héros, héros d'abord, c'est quelqu'un qui est assassiné ou tué pendant qu'il est en fonction. Et on présume qu'il a été tué à cause de sa vision. Martin Luther King devrait être héros américain. John Kennedy devrait être héros américain. Ce n'est pas n'importe qui est héros. Non. Mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres qui ont aussi incarné les mêmes valeurs, qui ont aussi défendu des valeurs. Il y en a ici. Même au-delà de Tshisekedi, mais les cas de Tshisekedi, de Lumumba et Laurent Désiré Kabila sont des cas particuliers. Ce sont des chefs d'État et des gouvernements qui sont morts en fonction. On n'en a pas d'autres ici dans notre pays, ces cas-là. On peut vouloir falsifier l'histoire, mais l'histoire reste têtue. Et quand vous voyez chacun d'eux, il a eu à faire quelque chose. Ils avaient des visions. Et je vous ai démontré, parce que si on doit dire beaucoup, c'est genre une émission d'une 45 minutes,
50 minutes ne suffiraient pas. Si aujourd'hui, M. Mushiki, on vous disait que le malheur du Grand Kivu, c'est l'FDL et Kabila qui nous ont amené ça. Bon, je ne partage pas. Vous savez, ici, je ne vais pas parler de politique. Je vous dis, les EDF qui constituent aujourd'hui l'épine dorsale de l'insécurité dans la partie orientale, ce n'est pas Kabila qui les a amenés. Même Mobutu les a trouvés. Moi, j'ai dit, c'est la mauvaise gouvernance au sommet de l'État. Le fait qu'on n'a pas pris à bras le corps cette question-là, de le débit, ça a généré. Vous savez que ce qu'on appelle EDF aujourd'hui, en réalité, ce ne sont pas des Ougandais. 92% d'entre eux, ce sont nos frères congolais. Ce sont les ex-FAS. Puisque quand Mouzé est arrivé, dans les années, déjà à 96 déjà, ils se sont attaqués aux ex-FAS. Ces ex-FAS ne savaient pas où aller. Ils sont allés en brousse, dans les montagnes de Rwenzori là-bas. Et là-bas, ils ont rencontré des gens dans les maquis. Ils ont fait alliance avec eux. Ils ont commencé d'abord par le braconnage. Ce sont ces enfants-là et ces gens-là qu'on appelle EDF aujourd'hui. Donc les vrais EDF, les appelés là, la plupart étaient déjà retournés chez eux, à Ouganda. Donc, quand aujourd'hui, moi, je ne sais pas, j'ai dit que le vrai problème de ces pays, c'est la mauvaise gouvernance. Et lorsque cette mauvaise gouvernance est exercée au sommet de l'État, ça devient l'hécatombe. C'est pourquoi j'ai toujours dit que ce pays a besoin de deux choses. D'abord, un visionnaire. Quand je parle de visionnaire, je vois Lumumba. Lumumba avait une vision. Vous ne voulez pas de lui, il dit, moi c'est ma vision. Et Félix Tshisekedi n'est pas un visionnaire. Justement, c'est pourquoi j'ai dit que nous avons maintenant aujourd'hui la renaissance des types de leadership nouveaux. Si moi j'ai soutenu Félix Tshisekedi, ce n'est pas parce qu'on était avec lui à l'IDPS, non. C'est parce que j'ai vu à lui la vision des musées de l'Ordre de Kabila, la vision de Lumumba. Mais le problème aujourd'hui, le contexte a changé. Félix, c'est un jeune qui est issu d'un milieu particulier, un milieu aisé. Les autres là, la plupart, quand vous voyez Lumumba, c'était un agent de poste qui est issu d'une famille pauvre. Musée, n'en parlons pas, c'était maquisard. Mais Félix a eu des amis. Voilà, vous vantez Félix Tshisekedi au moment où d'aucuns pensent qu'il ne convainc pas et là-dessus plus personne. Moi j'ai dit aujourd'hui, j'ai dit que Félix il a la vision, il a la volonté. Le problème à lui, c'est de pouvoir se départir de ces amis-là. Il stagne. Aujourd'hui, par exemple, moi je suis de l'Union sacrée. Je dois vous dire, madame, je suis de l'Union sacrée, je soutiens notre gouvernement, je soutiens la coalition. Mais j'ai dit, nous avons des problèmes. À cette allure ici, le gouvernement qu'on a mis en place, c'était un gouvernement qui était approprié pour le contexte de l'époque. Il fallait renverser une majorité et mettre en place. Mais aujourd'hui, le même gouvernement, pour moi, n'est plus approprié. Nous allons aux élections. Nous sommes dans une année préélectorale. On doit mettre un gouvernement composé non seulement de personnes compétentes, mais aussi politiquement aguerries. Oh, je n'en vois pas dans ce gouvernement ici. Je n'en vois pas. À cette année, nous allons perdre des élections. Oh, Félix est animé de bonne foi. Et il ne faut pas mettre les gens pour vos amis. C'est pourquoi j'ai dit, le président Félix ne doit pas regarder la camaraderie. Aujourd'hui, il doit maintenant comprendre que non, 3 ans après, ce n'est plus une histoire de camaraderie. Qui est compétent, même votre adversaire, même son adversaire d'hier, s'il est dans le PPRD, le chef d'État doit faire appel à lui. J'ai salué les gens comme les Bochab, les Louman, qui ont démontré leur nationalisme. Au-delà des appartenances politiques, ils disent que c'est notre chef de l'État, nous devons le soutenir. C'est ça la vision que nous voulons. C'est ça la vision de Lumumba. C'est ça la vision des musées. Mais ces valeurs-là... Est-ce qu'à leur tour, ils ne vont pas trahir à nouveau? Même s'ils trahissaient demain, mais nous voulons... En fait, c'est un système, c'est une dynamique. Je vous dis, Paul, moi je suis chrétien. Saoul a persécuté l'église de Jésus, mais il est mort saint. Et il a même fait plus que celle-là qui était avec Jésus. Donc ce n'est pas le fait que vous étiez hier. Mais on a vu dans beaucoup de pays, même les grands criminels sont devenus des saints politiques. Et ici, chez nous, même les amis, les transfuges
de PPD et FCC aujourd'hui, qui sont avec nous de l'Union Sacrée, font partie de meilleurs. Vous avez reçu ici quelqu'un comme Ngoïka Sanji. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de ces messieurs-là? Mais vous savez maintenant son discours aujourd'hui. Il faut lui faire confiance. On juge la personne par son comportement. Mais l'impulsion doit être exercée par les chefs. Aujourd'hui, nous avons besoin de nouveaux gouvernements. Nous avons besoin de nouveaux premiers ministres capables de faire les défis. Moi, je suis de l'Union Sacrée, j'ai peur. Si nous continuons avec ces gouvernements, avec ces premiers ministres, on n'ira nulle part. Il faut dire ça des choses au chef de l'État. On ne doit pas regarder les intérêts. Moi, je suis en politique. Ça fait presque 4 décennies que je suis dans la politique active, comme acteur de premier rang. Et quand je regarde la façon dont nous allons, nous sommes sérieux. Le chef de l'État doit taper fort. Il doit regarder autour de lui. Il ne faut pas regarder, ça c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est mon ami d'hier. Non. Il doit regarder les intérêts. D'abord, les intérêts de l'État. Est-ce que les gens qui sont avec nous, moi aujourd'hui, défendent réellement les intérêts de Votre allié, l'UDPS, a des sérieux problèmes, mais non là, avec de menaces de démission. Je cite les vice-présidents de la Chambre basse du Parlement tentent de claquer la porte de cette responsabilité. Vous ne trouvez pas que toutes ces réactions, tous ces comportements, ça risque de fragiliser l'Union Sacrée? Bon, d'abord, il faut dire d'abord que l'Union Sacrée, avant même la menace, puisque moi je n'ai pas vu vraiment la démission de Kabound. On ne démissionne pas sur les réseaux sociaux, dans Twitter. Et ça, c'est une stratégie qu'on a eue depuis longtemps à l'IDPS. Et je ne crois pas que Kabound a vraiment la volonté de démissionner. Je ne pense pas que l'honorable Jean-Marc Kabound voudrait démissionner. Mais c'est vrai, il a été humilié. Et il voudrait demain qu'on puisse lui redonner quand même le prestige qu'il a perdu. Qui a humilié qui? Non, c'est-à-dire que lorsqu'il a même les militaires sans mandat, ils entrent chez vous, ils saccagent tout, vous êtes, c'est tout. Quelqu'un qui est la deuxième personnalité de l'Assemblée nationale, c'est la frise, l'indignation, je dois dire, c'est vrai. Il est indigné, mais je ne crois pas que lui, à son fort intérieur, il a envie de démissionner. Il veut montrer que, voilà, je me révolte. Et qu'on revienne vers lui, à les cajoler, puis il va continuer. Et si lui a failli quelque part? Mais là aussi, je reproche aussi. Moi, je reproche à Kabound, c'est vrai, il faut le citer. Ce n'est pas son travail de régler la circulation. Et en plus, lorsqu'il y a un problème, s'il y a quelqu'un, ce sont des infractions des codes de la route. En principe, on donne une contravention. On n'arrête pas les gens, on ne les brutalise pas, encore moins les tabasser, non. Et puis les pauvres policiers et les pauvres gardes républicaines qui étaient là, qu'est-ce qu'on va lui reprocher? Lui, il a assuré que la sécurité d'un membre de la famille du chef de l'État. Puisque la garde républicaine, elle est là pour le chef de l'État, sa famille et ses amis et ses invités. Donc s'attaquer à un homme qui porte la tenue, c'est s'attaquer à la personnalité du chef de l'État. Oh, la personnalité du chef de l'État, elle est sacrée. Il ne faut pas prendre le président comme son ami, non. Moi, j'ai dit, nous tous, Félix ou moi, c'est mon ami. C'est mon ami. Il m'appelait prince, moi je l'appelle, mais aujourd'hui, le chef de l'État, j'ai beaucoup d'égards avec lui. Je ne peux plus l'appeler, mon ami est ministre. Non, ce n'est plus mon ministre. C'est le chef de l'État. C'est un symbole de la nation. Et quand vous vous attaquez au symbole de la nation, il faut vous attendre au pire. Puisque il ne faut pas voir Félix comme individu. Félix comme le président de la République est une institution de la République. Et sa garde de la République. Puisque ça, c'est un mauvais précédent. Puisque si cette garde-là est humiliée aujourd'hui, elle ne pourra même pas assurer la sécurité du chef de l'État. Tweeter sur sa démission et ne pas le manifester publiquement ou en bonne et due forme, c'est pas quand même sérieux. Mais c'est ce que moi j'ai dit. Normalement, il voulait monter les enchères. Je suis sûr que, comme d'habitude, on va négocier et puis il va dire, ok, ça va, ok, la base m'a demandé de rester, il reste. Mais au moins, il sera... Puisqu'aujourd'hui, Kabound est diminué. Vous savez, un premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, et on vient chez lui au saccage, on prend ses policiers, on lui ravit les gardes. C'est l'humiliation. C'est vrai qu'il est à l'origine de ça. Il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait aussi. Il devrait d'abord, lui, moi à sa place,
présenter les excuses, dire que non, en tout cas, ce que j'ai fait, ce n'est pas le travail, c'est un député. Il n'est pas président de la République, il n'est pas général. Même Kassongo ne peut pas faire ce qu'il a fait. Ça. Même général Kassongo, le chef de la police, alors que c'est son travail. Il doit reconnaître d'abord lui qu'il a été en erreur, présenter les excuses et après on peut repartir à zéro. Puisque ce n'est pas... Si tout le monde peut faire ce que Kabound fait, imaginez-vous ce pays. Ce n'est pas son travail et ce n'est pas la première fois. Et là, ça ne nécessite pas de sanctions. Moi j'ai beaucoup d'estime pour lui, je sais. Il veut les changements. Un comportement pareil, ça ne nécessite pas des sanctions ou des poursuites judiciaires. Bon, normalement, le code pénal n'a pas prévu de sanctions pour le cas d'espèce, mais ceux qui ont été molestés peuvent porter plainte. L'agent là, les militaires peuvent porter plainte. Les victimes qui étaient dans les véhicules peuvent porter plainte contre Kabound. Et je crois qu'ils n'auraient pas tort. Non, mais les politiques africains sont mal réputés. Et ils n'ont pas cette culture de démissionner. Moi, je trouve que ça serait mieux et ça serait salué, voire sous d'autres cieux. Et puis, en droit aussi, il y a ce qu'on appelle... vous savez, on ne peut pas utiliser, abuser de la garde que nous avons. Nous avons des gardes, mais on ne peut pas détourner. Il y a c'est d'ailleurs une infraction dans les codes pénal militaire, le détournement de forces armées et de la police. Quand tu les utilises à une autre tâche que la tâche qui leur a été attribuée, c'est une infraction. Et ça va de 3 ans à 5 ans de prison. Donc, les policiers ont été commis à la garde de M. Kabound. Même si Kabound veut arrêter, il ne dira pas aux policiers d'arrêter, non. Ça, c'est une infraction. Bon, les gens ne savent pas, mais c'est une infraction. C'est pourquoi moi, j'ai dit que moi, à la place de mon frère, j'aime bien Jean-Marc, c'est un garçon très bien, très intelligent, courageux, vraiment. À l'IDPF, il n'y a pas nombreux. Il a mon sang, moi, mon sang de l'IDPF. Et quand je vois lui, comme il est venu, mais ce qu'il devrait lui faire, il devait d'abord présenter les excuses. Puisque l'acte qu'il a posé est un acte indigne d'un député. Ce n'est pas l'erreur du travail du député. Même pas le général Kassongo ou le commandant, le commissaire général de la police ne peut pas poser ça. Voilà, il y a une procédure pour le faire. Nous sommes à l'aube de l'an 2022 et je me dis, c'est une année préélectorale. Le chef de l'État n'arrive pas jusqu'à maintenant à convaincre la population. Mais qu'est-ce qu'il peut faire qui puisse répondre aux aspirations, aux attentes de la population? Et on sent que ce n'est pas un secret pour personne. On sent que le chef de l'État est très étouffé, voir sa vision et ses actions, ainsi de suite. Mais comment est-ce qu'il peut posséder pour qu'il y ait de l'aération tout autour de lui et que le travail qu'il est censé faire, qui soit bénéfique pour la population, soit exécuté sans embâche? Oui, d'abord, pour moi, en tant qu'observateur politique, je partage une bonne partie de votre préoccupation. Je dois dire qu'aujourd'hui, les priorités au niveau du gouvernement, la première, ça doit être d'abord l'instauration de la sécurité dans la partie orientale de la République. On ne peut pas développer un pays quand il y a une sécurité. On ne peut initier aucun projet de développement là où il n'y a pas de sécurité. Deuxième, c'est l'amélioration des conditions de vie des Congolais. C'est très, très important. Alors, ces deux choses-là d'abord, parce que la troisième n'est pas très importante, pour le faire aujourd'hui, c'est les gouvernements, ce n'est pas le chef de l'État, ce n'est pas Tshisekedi, les pauvres. On a tendance à croire que Tshisekedi, non. Dans notre constitution, en réalité, le président règne mais ne gouverne pas. C'est le gouvernement, c'est le travail du gouvernement. C'est pourquoi moi je dis aujourd'hui, nous devons mettre en place aujourd'hui un autre gouvernement capable de répondre à ces défis-là. Et troisième préoccupation, qui est notre politique, nous devons gagner les élections, nous qui sommes de la majorité. Le pouvoir doit être conservé et l'exercer le plus longtemps possible. Et pour gagner les élections, non seulement nous avons besoin d'une majorité parlementaire demain, mais nous devons aussi reconduire notre leader Tshisekedi en 2023. Et je vous dis ce que les gens croyaient. La CENI là, elle est maintenant au complet aujourd'hui, madame. Cette CENI là, il n'y aura pas de tricherie. Quand je vois les gens comme Agé Matembo, comme Manara, qui ont le sang de l'IDPS, qui ont été avec moi dans cette histoire-là, même Denis Kadima, il risque même de démissionner. Je vous dis qu'il n'y a pas de blague là-bas. Tous ceux qui croyaient à la tricherie, ils sont en train de rêver.
Mais la CENI aujourd'hui est divisée à cause de sa nomination. Le secrétaire exécutif national actuel de la CENI n'est pas le bienvenu, on ne le porte pas à cœur. Parce qu'il est proche du chef de l'État. Madame, c'est vraiment clair et net qu'il y aura fraude, tricherie. C'est la première fois que j'entends l'opinion critiquer la nomination des secrétaires exécutifs ou secrétaires exécutifs. D'abord, ce sont des fonctions d'administration, je dis bien. Ce sont des postes administratifs. Ils n'ont aucune décision sur l'organisation des élections. Deux, Kabila, dans le premier cycle électoral, deuxième cycle, troisième cycle. Est-ce que vous savez comment Roxane Malonde a été nommée secrétaire exécutif? Vous savez comment on n'en parlait pas? Donc ça c'est vraiment, moi je dis, c'est un débat de caniveau, madame. C'est un débat. Ce sont des fonctionnaires de la CENI. Ce ne sont pas des politiques. Ils n'ont même pas de pouvoir. Ces postes n'étaient pas censés revenir au MLC? Non, même ça, moi je dis, ça c'est la cuisine interne à nous, à l'Union Sacrée. Mais ce sont des postes qu'on ne devrait pas politiser normalement. La fonction de secrétaire exécutif, la fonction de secrétaire exécutif adjoint, comme des logisticiens, des secrétaires exécutifs profession, sont des fonctions administratives. Nous devons éviter la politisation. C'est ça justement la politisation. Et ce qui est grave, ce sont les mêmes gens-là qui disent que la CENI n'est pas politisée, qui soulèvent ces questions-là. Puisque moi, pour moi, la CENI doit être politisée, puisque c'est une institution d'appui à la démocratie. La démocratie elle-même, elle est politique. Ce sont des réalités partout dans le monde. D'ailleurs, la CENI, c'est une histoire dépassée. Vous allez même ici en Afrique du Sud, vous allez en Zambie à côté. On n'est pas le prix de la CENI. C'est une histoire dépassée. On doit laisser les gouvernements organiser les élections. La preuve, en Zambie, les gouvernements sortants ont organisé les élections et ils les ont perdues. Ce n'est pas le fait d'organiser les élections que vous allez nécessairement les gagner. Non, pas du tout. Mais là, vous êtes convaincu que en Afrique, celui qui organise les élections, c'est lui qui remporte aussi ces élections? Non, mais justement, en Afrique, on peut organiser les élections et les perdre. En Zambie, le gouvernement sortant a perdu les élections. L'ancien président était candidat, il a perdu. Et c'est lui qui a organisé ici au Congo, ici chez nous. Puisque, c'est pourquoi je vous dis, madame, nous ne connaissons pas notre propre histoire, malheureusement. Ici en RDC, qui a organisé les élections? C'est le gouvernement Kabila. Qui était le candidat du gouvernement Kabila? C'est Chader, il les a gagnés. C'est un opposant qui n'avait même pas un membre de la CENI qui a gagné. En l'occurrence, Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc c'est notre propre histoire. Même les gens comparent ailleurs. Je vous dis, ici chez nous, le pouvoir organisateur a échoué. Mais leur candidat a échoué. Est-ce qu'il y aura exactement élection en 2023? Les experts pensent ou trouvent que c'est impossible. Non, en tout cas, maintenant comme le bureau est au complet, nous attendons de la CENI la mouture du calendrier électoral, nous, partenaires, partis politiques et regroupements, parce que nous allons discuter avec eux. Donc, je peux vous rassurer, madame, qu'il y aura, je suis de l'Union Sacrée, je suis même dans ce qu'on appelle en anglais kitchen cabinet, donc je suis dans les labos de l'Union Sacrée. Nous, à l'Union Sacrée, qu'on perde les élections demain, qu'on les gagne, on doit les organiser. Avec ces gouvernements, Sama ou un autre gouvernement, les élections auront bel et bien. D'ailleurs, moi je crois, pourquoi faire des projets chez les Gelous, tout ça, là où on vole, là où on détourne, tous ces projets routiers, moi les élections c'est d'abord, moi je crois qu'aujourd'hui la priorité pour nous, à la veille de l'année où nous devons organiser les élections, la priorité c'est l'organisation des élections. On doit mettre tous les moyens aujourd'hui pour rassurer les Congolais et les Congolais que les élections auront bel et bien lieu et elles seront crédibles, transparentes et démocratiques. Et au cas où il n'y a pas élection, on va rapidement recourir au schéma dialogue. C'est ce que nous évitons, c'est ce que évidemment une frange de l'opposition souhaiterait, en particulier la MOCA et les amis de PPRD pour revenir aux affaires. Mais pour nous, Union Sacrée, comme nous avons le pouvoir, nous ferons tout pour donner aux Congolais les meilleures élections qu'ils n'ont jamais connues depuis le premier cycle électoral en 2006. Dans l'entretemps au Grand Kivu, la paix n'est toujours pas rétablie en défi des efforts
consenti jusque-là. Que faire alors? Non, il faut d'abord dire que aujourd'hui, il faut dire que il y a une nette amélioration avec l'entrée de l'armée ougandaise, avec la réorganisation du commandement militaire. Mais ce que nous attendons, ce n'est pas encore fini. Vous savez, moi j'ai toujours dit que la paix, c'est un processus. Ce n'est pas du petit côté comme ça qu'on va avoir la paix. Mais la paix d'abord. Moi j'ai dit, les gens attaquent Tshisekedi. Tshisekedi n'y est pour rien, ce n'est qu'un président. Mais c'est les gouvernements. J'insiste beaucoup, c'est les gouvernements. Même le secteur de défense. C'est un secteur de collaboration entre les gouvernements et les chefs de l'État. Donc, le premier ministre, comme chef de gouvernement, il a une responsabilité. Ce n'est pas seulement le fait d'aller à Bunia, à Beni, comme Ilunga Kamane le faisait pas. Non, il faut des décisions courageuses. Et moi, j'ai dit ceci, qu'on ne gagne pas seulement la guerre en utilisant les armes et munitions. Non, on peut aussi gagner la guerre. Mais que faire aujourd'hui avec le chèque-pente de la mutualisation de forces et de l'état de siège, parce qu'on doit aller aux élections? Oui, normalement, on ne peut pas aller aux élections dans l'état de siège. Non, il faudra libérer l'état de siège. C'est pourquoi nous avons intérêt à ce qu'au courant de cette année, qu'on puisse mettre fin à l'état de siège pour permettre les conditions favorables aux élections, puisqu'il y aura même des opérations d'enrôlement qui vont être organisées. Dans un état de siège, ce n'est pas facile. Mais moi, Willy Michik, si on me demandait à moi, aujourd'hui, l'état de siège est dépassé. Il faut plutôt mettre un état d'urgence. Qu'est-ce que j'attends par l'état d'urgence? Parce que l'état de siège, quelle sera la particularité de l'état d'urgence? L'état d'urgence, c'est-à-dire qu'on va mettre des mesures plus contraignantes. Par exemple, aujourd'hui, on va régler la circulation de biens et de personnes. Avec quels moyens? Non, ça dit que vous ne pouvez pas vous déplacer à des zones. Quand je vois aujourd'hui des gens qui se déplacent, comme le monsieur qu'on a arrêté à Ouvira, c'est le financier. Parce que vous savez, cette guerre-là, cette guerre ici, a des intérêts économiques. C'est aussi longtemps qu'on n'aura pas bouché les avantages financiers que ceux qui détiennent, ceux qui entretiennent la guerre trouvent, on ne va pas avancer. Aussi longtemps qu'on n'aura pas arrêté le trafic des armes et munitions, on ne pourra pas réussir cette guerre-là. Il y a des gros intérêts qui sont en jeu. C'est pourquoi moi j'ai dit que dans un état d'urgence, d'abord, on restreint la liberté des citoyens. Dans un état d'urgence, vous, journalistes, vous ne pouvez pas aller là. Parce que vous aussi, vous êtes à la base. Dans les réseaux sociaux, vous avez toutes les images qui vont assurer cet état d'urgence? Mais c'est le gouvernement. Le gouvernement. Ce sont des mesures. On va faire un décret par le Premier ministre ou une ordonnance pour décrire les conditions de l'état d'urgence. Je vous dis, si on fait l'état d'urgence dans 3 mois, cette guerre-là est finie. Puisque ce n'est pas normal aujourd'hui qu'on vous dise qu'on a posé une bombe à Beni, une ville comme Beni, où les gens circulent. Et on n'a même pas arrêté les commanditaires, non. Mais au moment où l'état de siège et la mutualisation des forces ont échoué, vous pensez que l'état d'urgence va réussir? Il faut changer des méthodes. Non, la mutualisation des forces n'a pas échoué. Aujourd'hui, je vous dis, les rebelles EDF, comme les groupes armés, sont à débattre. On a mis la main pour la première fois au cofondateur même, le fondateur de Codeco. On a mis la main sur lui. Et les gars, on a recueilli beaucoup d'informations qu'on va exploiter demain pour mettre fin à ces groupes, à cette milice qui endeuille les Congolais. Voilà. Aujourd'hui, je vous dis, il faut aller à la frontière avec l'Ouganda. Regardez combien d'Ougandais, des centaines, qui sont en train de rentrer, qui étaient à les EDF. Pas plus tard qu'il y a un mois. Un véhicule et 3 véhicules plutôt de la MONUSCO ont transporté plus de 215 Ougandais qui ont décidé de rentrer en Ouganda, qui étaient dans Alemaki. C'est pour dire que la mutualisation est une recette, en tout cas, jusqu'à là, je crois. Nous allons évoluer. Votre regroupement politique se prépare déjà pour les élections de 2023? L'AFDC allié, en tout cas, nous sommes prêts. C'est pourquoi nous disons, nous sommes prêts à les élections, mais nous voulons et nous insistons. Puisque vous savez, AFDC allié, nous sommes ici de la société civile, la majorité de cadres qui forment l'AFDC allié sont des civils. Nous sommes un peu révoltés
du fait que depuis 38 ans, 39 ans maintenant, on n'a pas organisé les élections de base. Je pense ici particulièrement aux élections municipales et locales qui constituent la véritable démocratie. Et là, nous voulons qu'on commence d'abord par ces élections-là qui n'ont jamais été organisées. Et là, vous soutiendrez toujours Fachi malgré, malgré ces échecs? Non, non, Fachi n'a pas échoué. C'est nous qui devons le faire gagner. C'est nous. Et puis, on n'a pas encore échoué. Le bilan sera fait. À la fin, c'est le seul. Fachi, le seul qui a été élu sur base d'un programme. Parce qu'il n'a plus la confiance du peuple comme au départ. Mais est-ce que qui a fait le sondage? Non, entre nous, qui a fait le sondage pour que le peuple désinvoque? Chaque fois que Fachi sort, c'est tout le monde qui est là autour de lui. Il y a une marée humaine. Non, ça ce sont les histoires des réseaux sociaux. La vérité aujourd'hui, moi j'ai dit, nous n'avons pas encore fait assez. C'est pourquoi moi, je suis de l'Union sacrée, j'ai dit, nous devons aujourd'hui mettre en place un gouvernement des circonstances, un gouvernement pré-électoral, pas des guerriers économiques, mais des guerriers surtout politiques, capables, parce que nous savons aujourd'hui qui seront demain les challengers. Moi je connais les challengers de Fachi. Nous devons voir comment ces challengers se comportent et faire la cause. Nous c'est comme ça que moi mon école IDP c'est comme ça. On identifie les potentiels concurrents et on fait la politique par rapport à ces gens. Merci beaucoup pour cette précision. Le chef de l'État revient d'une tournée au Grand Kasaï. Quel jugement faites-vous de cette tournée? Bon, d'abord, vous savez, il y a quelque chose. Moi, je suis du Kivu, du Nord Kivu, particulièrement. Je suis né et grandi à Goma. Et quand il y a presque 18 ans, j'ai installé mon orphelinat à Chibombo. À côté de ça, ils connaissent le mouvement. Careo, c'est bien connu, c'est mon orphelinat. Et je l'avais installé là-bas parce que j'avais appris la misère que les Kasaïs connaissaient. Et quand j'ai été en Bujumaï la première fois, je pleurais. L'hôtel qu'on m'a dit, l'hôtel KB où j'ai logé, on m'a dit c'est le meilleur. J'ai dit c'est ça le meilleur. Quand je vois des Kasaïens que j'ai connus chez moi à Goma, à Bukavu, même à Lubumbashi, qui ont investi là-bas, mais n'investissent pas chez eux, moi ça m'a révolté. Et ce n'est pas un secret, le chef de l'État lui-même, quand il était à Goma, la première visite qu'il a effectuée après avoir été élu, il a demandé aux hommes d'affaires de Goma, qu'est-ce que vous faites chez vous pour que... Et ces jeunes gens-là sont arrivés ici, ils ont été à Mbujimaï partager cette expérience-là. Je pense ici à Modé, à Vani et d'autres. Donc, vous allez continuer la tournée en question. N'a-t-elle pas montré le malaise dans les provinces? Non, c'est-à-dire que le malaise est partout. Mais j'ai dit, le cas de Kasaï est décriant. Est-ce que le Kasaï est victime du fait qu'il est au centre du pays et enclavé? Et c'est ça le problème. Même ça, le Kasaï a aussi quand même la frontière avec l'Angola. Mais sincèrement, moi je vous dis que la pauvreté qui se vit aujourd'hui au Kasaï, pour moi ça me révolte. Je ne suis pas Kasaï, mais moi ça me révolte. C'est pas que Félix est président aujourd'hui, mais je crois que nous devons faire beaucoup dans les Kasaï. C'est pourquoi j'ai dit, tous ceux-là qui ont été cités dans les détournements de certains projets prévus pour Kasaï doivent subir la rigueur de la loi. Moi, madame, je vous dis, j'étais vice-ministre simple, un petit vice-ministre au ministère de l'énergie et des ressources hydrauliques. J'ai effectué des voyages en Inde, officiels. J'ai été avec ma collègue, ministre de la coopération, qui a fait que Exim Bank of India puisse nous financer pour le projet de Katende. Non, je vous dis, madame, quand j'ai quitté le gouvernement, le ministère de l'énergie, en novembre 2016, il restait seulement 7 mois, d'après ce qu'on avait planifié avec les Indiens, pour que les barrages de Katende soient opérationnels. Il y avait une société qui s'appelait, je crois, j'oublie le nom là, que les Indiens nous avaient demandé, nous le gouvernement, Angélique International, de ne pas collaborer avec. Mais puisqu'il y avait la magouille de notre gouvernement, nous, Congolais, avec Angélique, les Indiens, la Bank of India, Exim Bank of India, a suspendu le financement.
Ils nous ont demandé d'arrêter avec Angélique. On n'a pas voulu. Voilà. Donc c'est ça qui a retardé nous courons derrière le temps. L'inauguration des barrages de Katena. Sinon, ça serait déjà fini. Donc c'est la mauvaise volonté de notre gouvernement qui a fait qu'aujourd'hui, le barrage de Katena. Voilà. Mais aujourd'hui, M. Micheki, est-ce que vous croyez vraiment à la réussite du programme de développement des 145 territoires, avec, si on tient compte des détournements enregistrés, surtout dans le projet concernant les développements du Grand Kasaï? Oui, c'est-à-dire que le problème, ce n'est pas des annonces phares, c'est la volonté politique. Mais quand je regarde aujourd'hui le premier budget qu'on a alloué pour 145 territoires, c'est vraiment rien. C'est presque à peu près 3 millions de dollars par territoire. Quand je prends un territoire comme le mien, 24 000 km² comme le Rwanda, vous donnez 3 milliards, ça n'a aucun impact. C'est peut-être 2-3 petits projets, même pas seulement pour l'addiction d'eau, c'est déjà vraiment un budget minable. Quand je prends, donc le budget, moi je crois qu'il faut beaucoup de choses. Moi j'ai dit que pour développer ces territoires ruraux, et c'est pourquoi même là en passant, j'ai fait un clin d'œil au ministre et développement rural qui vient d'organiser un forum international sur le développement durable, qui a démontré que les pays, la plupart des pays africains investissent moins dans les milieux ruraux. Quand vous regardez aujourd'hui même, sur l'ensemble des budgets, plus de 70% de financement, c'est dans les milieux toujours urbains. Et c'est ça même qui favorise aujourd'hui l'exode rural, et l'exode rural est à la base de l'insécurité, criminalité, chômage et tous les problèmes que nous. Qui va vivre au village où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de de base, il n'y a rien, même pas de route. C'est ça le problème. Donc nous devons renverser la pyramide. Moi je crois qu'il faudrait donner plus de moyens à ces territoires-là. Et puis il faudrait aussi faire ça en partenariat avec le privé. Le partenariat public-privé a fait ses preuves. L'État ne peut pas faire tout ça seul. Mais le partenariat public-privé exige aussi la transparence, notamment dans l'attribution des marchés. Quand je vois aujourd'hui comment on attribue des marchés par juste une lettre, une notification, ça ne peut pas marcher. Voilà, c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur la bonne gouvernance, madame. Ça sent le remaniement. Et vous rêvez quel poste ministériel? Moi, je ne suis pas candidat au gouvernement, madame, malheureusement, je ne suis pas candidat. Mais moi, je voudrais seulement qu'on puisse avoir un gouvernement de défi, qui peut être capable de répondre aux besoins des Congolais maintenant. Nous allons aux élections. Un gouvernement capable, parce que ce gouvernement ici, ça fait 9 mois que le gouvernement Sama est là. Quand je valide les réalisations de ce gouvernement-là, pour 9 mois, en tout cas, moi, de l'Union sacrée, je ne suis pas satisfait. Je vous l'ai dit. Je suis de l'Union sacrée, mais je ne suis pas satisfait. On doit améliorer. C'est dans notre intérêt à nous. Nous sommes encore aujourd'hui, nous avons la majorité. Il ne faut pas attendre que lorsqu'on aura perdu cette majorité, qu'on cherche à... Comme nous avons la majorité, nous devons améliorer. En tout cas, les gouvernements actuels, pour moi, on ne peut pas aller avec aux élections. Union sacrée, vide, pas des statuts jusqu'à maintenant. Vous trouvez que c'est vraiment une structure, on peut appeler ça une structure bien organisée? Madame, je l'ai déjà dit ici, je crois plus d'une fois, devant le même micro. Pour moi, Willy Micheki, l'Union sacrée doit être restructurée. La vision là de l'Union sacrée doit être traduite dans un texte. Et l'Union sacrée, puisque nous sommes dans une année préélectorale, l'Union sacrée doit présenter ses candidatures. Surtout, l'Union sacrée doit se mettre d'accord autour de la candidature à la magistrature suprême. Nous devons avoir qui sera les candidats de l'Union sacrée aux élections présidentielles de 2023. Comme ça, on sait, on peut séparer, extraire, livrer de bon gré, savoir qui est avec nous et qui n'est pas avec nous. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Monsieur Willy Micheki, président de l'UNANA, un message en particulier. S'il vous plaît, vous avez des secondes pour ça. Non, je voudrais seulement en appeler aux Congolais de faire confiance à l'Union sacrée et d'en appeler au chef de l'État, lui qui est aujourd'hui l'initiateur de cette vision nouvelle, de ne pas privilégier la camaraderie, de pouvoir frapper fort. Nous avons besoin de nouveaux gouvernements, à commencer par le Premier ministre et pour le ministre, un gouvernement de défis qui va nous permettre de gagner les élections de 2023. En tout cas, avec ce gouvernement, je doute fort que nous allons gagner les élections.
Moi, je suis Moulangia Pembe, j'ai dit tout haut ce que les gens chuchotent tout bas, malheureusement. Et on m'appelle prophète puisque ce que j'ai dit finit par se réaliser toujours. Voilà. Voilà, merci. C'était un plaisir énorme de vous recevoir en cet début de l'année 2022. Espérons que vous serez toujours le bienvenu sur le plateau de votre émission, les rendez-vous. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, la rediffusion, c'est demain à 12h30 heure de Kinshasa. Vous désirez participer à cette émission, n'hésitez pas à appeler au 081 94 94 95 181. Nous allons vous recevoir sans problème. Il me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à tous et à toutes. It's not a game, it's a rich